D'abord, je remercie les organisateurs d'avoir eu cette idée, et ce courage de faire traiter un sujet sensible, c'est-à-dire qu'on a voulu rendre sensible. En fait, les gens, quand ils parlent de l'Holocauste, et d'ailleurs, je vais vous faire remarquer une chose. Le titre dit l'Holocauste. Ce n'est pas l'Holocauste juif. Il y a eu plusieurs holocaustes. Donc, manifestement, déjà dans l'inconscient, on admet qu'il y a un seul holocauste historique et celui qui nous concerne. Deuxièmement, et je vais être amené à utiliser le terme Shoah. Shoah, en hébreu, ça veut dire une catastrophe. C'est pas la Nakba, mais c'est Shoah. Donc, c'est la même chose qu'Holocauste. Bon, donc, des fois, je dirais Shoah, des fois Holocauste. Donc, je n'aurai pas besoin d'expliquer. Donc, le courage des organisateurs, pourquoi? Parce que ils veulent aller à l'encontre de ce mythe de cette arme de destruction massive, de dissuasion massive du sionisme, qui est d'empêcher même de parler de l'Holocauste. Pour parler de l'Holocauste, les gens s'excusent au départ. A priori, les gens disent, vous savez, on n'a rien contre les Juifs, on ne veut pas nier, etc. Comme s'ils avaient peur, ne serait-ce que de traiter de ce sujet, qui doit être un sujet historique comme les autres, et qui ne l'est pas. Et je vous le montrerai au cours de la conférence. Et donc, je remercie, et ça tombe très bien dans cette période, parce qu'il y a eu quelques événements de l'Holocauste au Maroc. Alors, j'ai coutume de dire, ne le prenez pas mal, mais le génie du sionisme. Ils ont du génie. Mais c'est le génie du mal. C'est-à-dire, ils sont géniaux, ils font des choses extraordinaires, mais malheureusement, c'est souvent, presque toujours, tourné vers le mal. C'est-à-dire la domination, la violence, l'apartheid, la propagande, l'exploitation, même des choses humaines, etc. Alors, l'Holocauste c'est vrai, la réalité de l'Holocauste, elle est évidente. Elle a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de milliers de Juifs, peut-être quelques millions, on ne sait pas vraiment. Le chiffre a été fixé arbitrairement par le tribunal de Nuremberg, dont on sait, pour les historiens, que c'est un tribunal de vainqueurs. C'est-à-dire, les vainqueurs imposent leurs lois aux vaincus. Et le tribunal de Nuremberg, pour ceux qui s'intéressent, n'a pas admis des thèses contradictoires. Le tribunal de Nuremberg a décidé que ça sera 6 millions par le gaz et basta. Voilà, ça ne se discute pas. Et donc, déjà au départ, ça a été un fait comme ça, établi, imposé. Maintenant, curieusement, l'Holocauste qui s'est terminé au plus tard en 1945 n'a pas fait l'objet, jusque dans les années 60, la fin des années 60, de manifestations particulières. C'était un fait quasiment mineur dans l'histoire, même d'Israël, même de l'Europe, même aux États-Unis. Il n'y a pas eu de film, il n'y a pas eu de documentaire, il n'y a pas eu des mémoriaux. Comme si, bon voilà, ça a eu lieu et personne n'en parlait. Et puis tout d'un coup, à partir des années 70, on s'est dit, merde, ah ouais, mais il y a eu l'Holocauste. Attendez, c'est pas possible. Et il y a eu un Holocauste. Mais pourquoi? Historiquement parlant, ça tombait très bien avec l'histoire du Moyen-Orient. Israël venait de mener une guerre éclair et meurtrière et préparée à l'avance de juin 67. Et tout d'un coup, aux yeux du monde, vous savez que dans les années 50 et 60, Israël passait pour l'État socialiste, démocratique, progressiste, enfin il était vraiment le chouchou de toute la gauche européenne. Et là on voit tout d'un coup un Israël conquérant,
savez, en 67, le slogan, c'était tout le monde avait peur pour Israël parce qu'on croyait qu'on allait jeter les Juifs à la mer. Alors que les Israéliens eux-mêmes, enfin, aujourd'hui, les anciens chefs d'état-major militaires, etc., ils savaient très bien que ce n'était pas vrai. Ils avaient préparé cette guerre des années à l'avance et ils ont attendu la circonstance historique favorable pour écraser les États arabes environnants. Mais ils avaient bien joué le coup. C'est-à-dire, ils ont fait croire au monde qu'il allait y avoir un nouvel holocauste. Mais une fois l'effet de surprise passé, on s'est dit, on se rend compte, bon, Israël a conquis 4 à 5 fois plus de son territoire, occupe le Sinaï, occupe un autre peuple, enfin ce qui reste des Palestiniens, fait un nouveau nettoyage ethnique en Cisjordanie. Il y a eu, vous savez, si Jérusalem, le Quds, la partie orientale, il y a 200 000 juifs à Al-Quds, c'est qu'ils ont dû libérer de l'espace pour installer 200 000 juifs à Al-Quds, la partie arabe, c'est qu'il y avait des villages et qu'il y avait des gens. Donc il y a eu un nouveau nettoyage ethnique. Et donc on a commencé à prendre conscience dans la presse occidentale. On s'est dit, bon, on commençait à voir Israël différemment. Il y a eu aussi la résistance palestinienne qui s'organisait, l'OLP, etc., le FPLP, et puis Israël commençait à avoir une mauvaise image. C'est-à-dire, on commençait à dire, ah non, mais c'est qu'ils occupent, c'est qu'ils oppriment, c'est qu'ils ne veulent pas, à la limite, De Gaulle leur a dit, ok, bon, vous avez gagné, qu'est-ce que vous voulez? On peut trouver la paix, on peut trouver un modus vivendi. Ok, on vous accepte, on accepte un État juif avec ce qui s'est passé dans l'histoire, mais on échange des territoires. Et c'est là où on se rend compte que toute la propagande sioniste d'avant, nous voulons juste un bout de terre pour vivre tranquillement, pour ne pas être pourchassés comme dans l'histoire, tout ça c'était du bluff. Israël s'installait dans l'occupation, devenait un occupant. Et là, les opinions publiques commençaient à changer. Et pour combattre cette opinion publique qui commençait à changer, c'est à partir des années 70 qu'on a ressorti l'affaire de l'Holocauste, qu'on a mis ça en lumière. C'est-à-dire, on a dit, oula, voilà, l'Holocauste. Et là, on a mis en marche toute cette machine infernale de propagande pour donner une autre image d'Israël. Les premiers documentaires commencent à partir des années 70, avec les films de Lanzmann, etc., au moment où Israël, de petit pays progressiste menacé d'extermination, devient un pays dominant et conquérant. On va mettre l'Holocauste au centre de l'actualité pour des raisons stratégiques. Sur le plan intérieur, pardon. Sur le plan intérieur, la société Israël, le régime sioniste. En fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la très grande majorité des Israéliens sont l'otage du gouvernement. C'est-à-dire, en fait, les Israéliens, ils sont quasiment pris en otage parce qu'on leur fait faire des guerres en leur disant c'est nécessaire, on ne peut pas faire autrement. Il y avait ce slogan en Israël dans les années 60 et 70, il n'y a pas le choix, on n'a pas le choix, il faut faire la guerre. Et donc, pour maintenir la société israélienne dans cet état de peur, de violence, de préparation à la guerre, on a mis l'Holocauste, les premières victimes de la propagande de l'Holocauste sont les Israéliens d'abord. Faire de la société israélienne une société assiégée, apeurée, menacée, obligée de se défendre jusqu'au dernier, développer une paranoïa collective, sous la menace d'un nouvel Holocauste, voyage organisé à Auschwitz. Vous savez, chaque année maintenant, il y a des dizaines de milliers de jeunes Israéliens qui y vont. Des Français, des Américains, des Allemands, les pauvres banlieusards, les beurs. On les oblige à aller à Auschwitz aussi, c'est malheureux, mais c'est comme ça, ils sont obligés. Bon. Mais avant, dans les années 50 et 60, personne n'allait à Auschwitz. On n'avait pas besoin. Et tout à coup, on leur dit, ah ben, mais à partir des années 70,
on va organiser des voyages. Si vous connaissez, si vous allez sur YouTube, vous tapez défamation. C'est un documentaire d'un journaliste israélien et qui raconte ce voyage en Pologne. Et là, on voit comment les jeunes Israéliens, les lycéens, sont terrorisés à l'idée comment on fabrique, comment on manipule l'esprit des jeunes Israéliens. Il y avait cette jeune Israélienne, le journaliste lui demande, c'est un journaliste israélien, il lui demande en hébreu, mais pourquoi vous ne sortez pas dans la rue, vous vous baladez, enfin vous êtes ok, vous êtes allé à Auschwitz, dans le camp, mais vous êtes dans une ville, allez vous balader. Alors la fille lui dit, ah mais on a peur, on nous a dit que les gens vont nous insulter, nous massacrer, nous frapper. Donc en fait c'est toute une préparation. Il y a une fille qui dit dans le film, je suis très très malheureuse parce que j'ai vu le camp et je ne suis pas arrivée à pleurer. Elle a développé un sentiment de culpabilité. Voilà toute cette atmosphère. Et donc il y a aussi en 2008, l'armée israélienne a fait un survol d'Auschwitz enfin la symbolique, vous pouvez la deviner. Et une photo de cet événement est accrochée dans tous les bureaux de l'armée israélienne avec cette inscription « Ne faire confiance qu'à soi-même ». Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'Holocauste, il est utilisé d'abord pour des raisons de propagande interne, pour faire de la société israélienne une société, de peur, d'assiéger, et la référence à l'Holocauste va être constante. Par exemple, Begin, quand il a bombardé la centrale nucléaire d'Irak en 1989 ou 81, il a dit « pour empêcher un nouvel Holocauste ». Quand ils ont envahi le Liban en 82, ils ont mis en avant l'Holocauste. Voilà, je vais vous citer une universitaire israélienne. Non, après, parce que on ne peut pas le débat maintenant, parce que sinon, je suis désolé. Je voulais parler de compétition victimaire. Oui, d'accord. Bon, il y a une. Les Israéliens dans ce domaine, ils ont quand même une grande liberté il y a une grande liberté qui est en train de petit à petit de disparaître. Mais il y a une très grande tradition de liberté universitaire, de l'information, etc. Et il y a une prof d'université qui s'appelle Edith Zertal, qui enseigne dans l'université de Jérusalem et qui a écrit ceci à propos de l'Holocauste. Donc ça vient d'une universitaire juive israélienne et qui n'est pas antisioniste. Au fil des années, la mémoire du passé, la mémoire de la Shoah, se sont imposées jusqu'à parfois étouffer aujourd'hui la vie, jusqu'à légitimer une étonnante tendance à la victimisation. On n'a jamais revêtu les habits de la victime avec autant de complaisance que maintenant. Peut-on ouvrir un périodique juif sans y lire un article sur l'antisémitisme ou la Shoah? Même la paix, nécessaire et souhaitable, est soumise à ce conditionnement. Encore une fois, Zertal. Israël veut la paix, mais une paix abstraite, théorique. Dans le meilleur des mondes, Israël s'est créé en guerre, s'identifie en tant que victime, quantité solitaire et isolée, encerclée par la haine et les ennemis. Le peuple d'Israël se pense comme fondamentalement seul, toujours menacé. C'est ça qu'il faut saisir aussi. C'est-à-dire, il faut comprendre cette mentalité sioniste ou israélienne on a développé chez eux cette mentalité d'assiégé qui empêche, et c'est pour ça, dans une autre conférence que je vais faire demain à Casablanca, j'expliquerai pourquoi Israël ne peut ni ne veut la paix. C'est impossible. Il faut qu'on se mette ça en tête, que c'est un système idéologique, politique, qui ne peut pas qui ne peut pas baisser les armes et dire « bon, voilà, maintenant on va vivre en paix avec nos voisins ». Maintenant, j'ai parlé sur le plan intérieur de l'utilisation de la Shoah. Sur le plan extérieur, le souvenir de l'Holocauste a justifié la guerre préventive de juin 1967.
Il justifie aussi les exigences de sécurité constamment brandies par le régime sioniste pour ne pas faire de concessions. Le Golan et le Jourdain. Vous savez que quand vous entendez dans les informations les ministres français, allemands, etc., dire que s'il y a une solution au conflit israélo-palestinien, il faut sauvegarder les exigences de sécurité d'Israël. Ça veut dire quoi? En termes clairs, ça veut dire qu'Israël doit conserver la vallée du Jourdain et doit conserver le Golan, parce que c'est pour sa sécurité, pour éviter un nouvel holocauste. Et ça, c'est entré dans les mentalités diplomatiques mondiales. C'est-à-dire qu'Israël a besoin de sécurité. Voilà. Israël peut être une des plus grandes puissances militaires au monde, 6e exportateur mondial, détenteur de 200 à 300 têtes nucléaires, dont 5 à 6 sous-marins qui se baladent en mer Méditerranée, en mer Rouge et en océan Indien. Mais les pauvres, ils ont besoin qu'on les rassure. Vous savez, ils ont souffert. Donc, ils ont besoin qu'on les rassure. Et pour les rassurer, on leur dit, éventuellement, dans l'éventualité où Israël laissera les Palestiniens, ce que moi, je ne crois pas du tout, mais il y a des optimistes qui rêvent, dans le cas où on laisserait les Palestiniens, on leur laisserait un petit Bantoustan, un petit truc de rien du tout, sur 20 ou 30% de la Cisjordanie, mais les besoins de sécurité exigent qu'on laisse à Israël le Jourdain et le Golan. Alors, l'Holocauste, le souvenir, a vraiment pris son essor dans les années 70-80, au moment où l'intifada a mis en lumière la brutalité de l'occupation israélienne. Il tétanise les gouvernements occidentaux dans leur approche diplomatique. Par exemple, vous pensez à l'éthique. L'Europe, très courageusement, l'Union européenne, très courageusement, vraiment, a adopté la directive suivante. Il faut juste étiqueter les produits qui viennent des colonies israéliennes. Seulement, les étiqueter, juste mettre, pas made in Israël, mais made in... Même ça, ils n'arrivent pas à l'appliquer. C'est pourquoi? Parce que, justement, le souvenir quelle a été la réponse d'Israël? D'Israël, c'est-à-dire de tout le système de propagande. Ils ont publié des photos avec, vous savez, des périodes des années 30, dans l'Allemagne nazie, où on boycottait les magasins juifs. Et on mettait en parallèle, on dit, voilà, vous voulez étiqueter les produits des colonies, c'est exactement comme le souvenir du boycott des magasins juifs par les nazis. Et là, les Européens, ils disent, oula, attention, on ne peut pas, etc. Et voilà comment on fait reculer à chaque fois l'Europe et comment l'utilisation de la chose. Un autre exemple, vous savez qu'à chaque fois qu'on parle de l'Iran évidemment sous le régime religieux, pas l'Iran du Shah, enfin je ne sais pas si vous entendez ça, mais dans les médias occidentaux et dans les médias juifs, vous savez, il y a un organisme qui s'appelle le MEMRI, qui est aux États-Unis, et qui est supposé traduire les déclarations des responsables iraniens. Évidemment, il les traduit à sa manière particulière. C'est-à-dire, ils disent toujours, d'ailleurs, vous demandez presque à n'importe qui suit un petit peu l'actualité, dans son esprit, l'Iran veut exterminer le peuple juif, veut exterminer Israël. Voilà. C'est-à-dire un second holocauste. Et donc, le fait de marteler cette idée, ça fait pénétrer dans la tête des Occidentaux que l'Iran veut commettre un nouvel holocauste. Et ça, c'est la ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Je vous cite un historien israélien, Boaz Evron, qui dit ceci: la conscience de l'Holocauste est en réalité un instrument d'endoctrinement de la propagande officielle, un ramassis de slogans, une vision du monde... non, je me suis trompé de page. Une vision du monde faussée dont le vrai but n'est nullement la compréhension du passé, mais bien la manipulation du présent. On a fait de l'Holocauste
une nouvelle religion. J'en rigolais avec un camarade tout à l'heure dans la voiture, parce qu'il m'a dit qu'il enseignait les religions. Je lui ai dit, tu sais, il y a une nouvelle religion qui est apparue, hein, c'est la religion de la Shoah. Et avec un succès extraordinaire. Pourquoi? Donc, parce que c'est une religion, c'est une vraie religion, avec un catéchisme, c'est-à-dire, vous savez, quand on répète les règles, avec des dogmes irréfutables. Vous savez, dans une religion, il y a des dogmes qu'on ne peut pas contester. Voilà. Je ne veux pas prendre d'exemple sur des religions qui existent parce que je ne veux froisser personne. Mais il y a des dogmes, il faut les accepter. Eh bien, la Shoah, il y a eu 6 millions. Basta. Chambre à gaz, basta. Voilà. Tac. Un culte, on célèbre, c'est un peu comme les religieux, les prières, etc. Un culte. Des martyrs, des saints, des miraculés, des reliques, des hagiographies, des auteurs et des exégèses, des temples et des cathédrales. Dans les années 50, jusque dans les années 80, il n'y avait pratiquement aucun mémorial de la Shoah. Aucun. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Il y en a un sur le Capitole à Washington. Le dernier a ouvert au Brésil en 1918. En 1918. Pardon 2018, pardon. Qu'est-ce que le Brésil a à voir avec la Shoah? Franchement. Je veux dire, il n'était même pas sur le théâtre des opérations. Mais voilà, eh ben, c'est comme ça. Il faut développer, c'est un peu une religion en expansion. Des plaques commémoratives, il y en a partout, vous vous baladez à Paris, quasiment dans les écoles, etc. Des plaques commémoratives. Des lois contre les blasphèmes, vous savez, Molière, etc., ils ont eu maille à partir avec la religion catholique au XVIIe siècle parce qu'ils blasphémaient. C'était un délit de blasphème. Le blasphème était un délit. Et la libération, enfin, disons que l'esprit des Lumières a fait en sorte que ce délit ne soit plus admis, ne soit plus appliqué. Mais pour la religion de la Shoah, il y a un blasphème. C'est-à-dire si tu dis quelque chose qui ne correspond pas au texte, tu as blasphémé. Par exemple, comme Charlie Hebdo a publié la caricature du prophète Mahomet. Et ils ont dit, mais attendez, on a le droit. Il n'y a pas de délit de blasphème. On a le droit de faire ce qu'on veut. Ah oui, c'est vrai, mais sauf la Shoah. Voilà. D'accord. Donc, les blasphèmes, les aumônes, je vais en parler après, des réparations. Pour effacer les péchés, la SNCF française a déboursé 60 millions d'euros récemment. Les sociétés belges, les chemins de fer belges, les chemins de fer Hollande récemment, c'est pas des trucs qui sont... Non, sont des choses qui font que, par exemple, il faut toujours... Je crois que je vais en parler après, donc j'ai pas envie de... Il y a une religion avec ses tribunaux, c'est la Sainte Inquisition, les mécréants, les révisionnistes, qui iront en enfer, et les justes. Et la vengeance talmudique, elle est éternelle. C'est-à-dire que lorsque, en droit pénal traditionnel, il y a toujours un délai de prescription. On peut commettre n'importe quel crime, si au bout de 10 ans, 20 ans, selon la gravité du crime, si on n'a pas pris le coupable, il y a prescription. Bon, c'est comme ça, c'est un des principes du droit pénal. Sauf pour la Shoah, sauf pour l'Holocauste. Là, il y a un principe imprescriptible, c'est-à-dire que si on a commis quoi que ce soit, eh ben, on est rattrapé. Mais vous savez que, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais dernièrement, l'Allemagne, qui ne sait plus comment satisfaire aux exigences israéliennes, a retrouvé des petits soldats de rien du tout. Les malheureux, ils avaient 18 ans. On les a mis dans des camps, à garder le camp. On leur a dit, complices des crimes contre l'humanité. On les a jugés à 95 ans. Tout ça parce qu'il faut se soumettre
à cette exigence de l'Holocauste pour rappeler toujours le crime. Il y a aussi le fameux Yad Vashem à Jérusalem, c'est-à-dire le temple. Tout dirigeant qui va à Jérusalem, qui va en Israël, doit aller s'incliner et montrer ainsi son acceptation des règles, des lois de l'Holocauste et sa soumission. La justice veille sur les révisionnistes, ceux qui oseraient remettre en question les dogmes. Alors, ce qui est extraordinaire, enfin je ne sais pas s'il y a des historiens ici dans la salle, mais l'histoire, elle est faite par les historiens. Et des fois, par exemple, je ne sais pas, une guerre, une révolution française, il peut y avoir des interprétations différentes. Il y a certains qui vont dire non, non, Robespierre ceci, Robespierre cela, la révolution de 1848, est-ce qu'elle était populaire, la Commune de Paris, etc. Bon, l'histoire avance de cette manière. Il y a un seul fait historique sur lequel les historiens n'ont pas droit à la parole. Un seul fait historique dans le monde, c'est l'Holocauste. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Sauf si tu suis, évidemment, si tu suis le... Y a pas, mais si tu t'amuses à dire, comme Forisson par exemple, Forisson, il a commencé à... Vous savez, quand on voit ces vidéos, on se pose vraiment des questions sur les chambres à gaz. Parce que, bon, enfin en tout cas, je ne vais pas développer, mais il suffit d'aller voir ces vidéos pour comprendre que, bon, c'est pas très clair. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Et dans les années 70, fin des années 70, il a même pu écrire dans Le Monde. Je veux dire, Le Monde a dit, ben, voilà, on ouvre la discussion historique. Et là, le lobby judéo-sioniste, il s'est affolé. Il s'est dit, c'est quasiment notre gagne-pain, c'est-à-dire, enfin, notre seule raison d'être. Et donc, ils ont adopté des lois, comme la loi Fabius-Guessot, qui interdisait même de faire des recherches, de dire quoi que ce soit sur l'Holocauste. C'est le seul fait historique au monde qui obéit à ce diktat. Voilà. Vous pouvez faire des recherches sur tout ce que vous voulez. Vous pouvez même dire que les Indiens n'ont jamais été exterminés, qu'il n'y a pas eu de traite des Noirs, ce que vous voulez. D'accord ? Que les Arabes ont dominé l'Occident pendant 10 siècles, ils les ont exploités, ce que vous voulez. Vous passerez, à la limite, vous passerez pour cinglé ou original. Mais dire que l'Holocauste ceci, ou peut-être que cela, interdit. Voilà. C'est dire la puissance. Alors, les vocations obsessionnelles, je vais... C'est une introduction pour arriver au Maroc, ne vous en faites pas. Parce que c'est pour montrer comment on arrive, voilà, c'est pour vous donner aussi des arguments, voilà, pour comprendre. L'évocation obsessionnelle de l'Holocauste n'est pas fortuite. On veut montrer que le peuple juif a souffert d'une souffrance unique, spécifique, qu'aucun autre peuple n'a jamais connu et ne connaîtra jamais. Voilà, le peuple juif, il a souffert comme ça. Et donc, soyez indulgents, soyez raisonnables. Les Noirs, enfin bon, ça va, 3 siècles, bon, de traite des Noirs, bon, c'est pas grave. Les Indiens génocidés à 95%, bon, mais... Alors, ce système repose sur 2 points. Alors, je ne sais pas si... en fait, c'est vrai que l'Holocauste va donner à la martyrologie juive un cachet particulier qui va lui permettre de se prévaloir. Comment dire ? Il y a une espèce de droit d'auteur, c'est-à-dire ça donne, comme le peuple juif a souffert de ça,
il doit lui donner, ça lui donne ipso facto, une espèce de droit moral sur le contrôle de l'histoire des autres pays. Par exemple, la Pologne a édicté une loi disant que la Pologne a voulu édicter une loi récemment pour dire, écoutez, il y a quand même notre pays a été occupé, et comment occupé, détruit, etc. Et on n'a pas le droit, enfin la loi polonaise, je dis, voilà, moi je n'ai pas le droit de dire des camps de concentration polonais. Alors, on peut dire des camps de concentration nazis. Hein. Et Israël a dit, ah non, 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 pas question. Si vous voulez faire une loi, il faut que ça soit avec notre accord. Ah non, mais voilà. Mais comme ça, pour maintenir la culpabilité même de la Pologne, parce que la culpabilité, ça paye aussi. On en viendra après. La revendication de cette unicité, ça veut dire c'est un fait unique, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, est une forme de terrorisme intellectuel. Ce caractère unique donne aux Juifs un droit sur les autres, un capital moral. On a souffert quelque chose d'extraordinaire, donc on n'est pas, vous ne pouvez pas nous regarder comme les autres. C'est un alibi précieux pour Israël qui exerce une pression morale et émotionnelle sur les autres nations. Le lobby interdit même l'utilisation du mot Holocauste pour toute autre tragédie humaine. Attention, n'utilisez, enfin, je vous dis, si vous ne voulez pas avoir affaire au lobby juif, si vous dites l'Holocauste des Noirs, attention, l'Holocauste des Indiens, non, 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 l'Holocauste, ça doit rester, voilà, un truc spécial aux Juifs, voilà, c'est tout, même le terme. Et d'ailleurs, quand j'ai dit dans l'introduction, les organisateurs ont mis l'Holocauste et l'agenda sioniste, ils n'ont pas mis l'Holocauste juif. C'est-à-dire qu'on a intégré l'idée que parler de l'Holocauste, c'est évidemment l'Holocauste juif, bien sûr. Bon, évidemment, bon, ils n'ont pas, mais c'est ainsi qu'on fait travailler qu'on fait travailler les esprits pour les soumettre. Alors, et pourquoi c'est arrivé au peuple juif, justement, l'Holocauste? C'est arrivé au peuple juif à cause d'une haine perpétuelle et inexpliquée. L'idéologie de l'Holocauste fait de l'antisémitisme une haine irrationnelle des goïms. Les goïms, c'est les non-juifs. En invoquant l'Holocauste, on délégitime toute critique envers les juifs qui ne peut avoir d'autre raison qu'une haine pathologique. Pourtant, il pourrait y avoir quelques raisons objectives, c'est-à-dire l'antisémitisme dont ont souffert les Juifs en Europe, il n'est pas si inexplicable que ça. Entre le VIe siècle et le XVIIIe, les rois de France ont édicté des lois expulsant les Juifs du territoire, annulant les dettes et leurs biens. Entre le VIe et le XVIIIe siècle, j'ai oublié de dire, j'ai oublié d'écrire, les rois de France ont édicté une douzaine de lois pour expulser les Juifs et saisir leurs biens parce que les Juifs faisaient métier d'usurier. Même Bernard Lazare est un Juif qui a vécu à la fin du XIXe siècle en France. C'était un Juif, comme on dit, un Israélite intégré. Il a écrit ceci. Il m'a semblé qu'une opinion aussi universelle que l'antisémitisme, ayant fleuri dans tous les lieux et dans tous les temps, avant l'ère chrétienne et après à Alexandrie, à Rome, à Antioche, en Arabie et en Perse, dans l'Europe du Moyen-Âge et dans l'Europe moderne, en un mot, dans toutes les parties du monde où il y a des Juifs, il m'a semblé qu'une telle opinion ne pouvait être le résultat d'une fantaisie et d'un caprice perpétuel, et qu'il devait y avoir des raisons, et qu'il devait y avoir à son éclosion et à sa permanence des raisons profondes et sérieuses. L'antisémitisme est devenu l'affaire centrale dans l'actualité.
bon, si vous suivez l'actualité en France, c'est malheureusement l'antisémitisme, c'est tous les jours, quasiment. C'est devenu l'affaire du siècle. On arrive et donc l'antisémitisme, on matraque on matraque l'actualité. Bon, vous savez qui dirige plus ou moins les médias en France et en Europe, donc c'est pas la peine d'insister là-dessus. Et donc on fait de l'antisémitisme un élément puissant de défense des principes moraux, etc., etc. Chaque jour, il y a des références à l'antisémitisme. Je vais vous donner le dernier et vous allez voir comment le lobby judéo-sioniste exploite l'antisémitisme. L'Institut du monde arabe, il y a quelques jours, avait prévu une conférence comme il y a des élections en Israël, et ils ont prévu une conférence sur Netanyahou ou le rêve brisé d'Israël. Voilà. Qui devait avoir lieu le 3 janvier. Est-ce qu'elle a eu lieu? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas suivi, j'étais en voyage. Et donc, ils avaient fait un montage de la photo de Netanyahou avec les mains tachées de sang. Bon. Le CRIF, c'est l'organisation judéo-sioniste qui quasiment convoque le président, convoque le préfet, convoque les ministres, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Le CRIF a envoyé une lettre au président de l'Institut du monde arabe, lui disant « C'est quoi ça? Vous savez que ça favorise l'antisémitisme, cette histoire. » Alors, le président de Lima a enlevé l'affiche, a dit « Bon, très bien, on enlève l'affiche. » Mais le CRIF ne s'est pas contenté de ça. Le lendemain, il a envoyé une lettre au ministre de la Culture disant « Il faut faire interdire cette conférence, parce que ça suscite la haine d'Israël et donc des Juifs, et donc ça va créer l'antisémitisme. » Mais ça va très loin, cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez, vous savez ce que c'est la quenelle? Dieudonné, ouais. Voilà. La quenelle, c'est le geste qui a été fait par Dieudonné, ça. Voilà. C'est un geste pour dire au système, bon, je vous, etc. Bon, voilà. Disons de révolte contre le système. Il se trouve que... Tu es cautionné. Et donc, le système a décidé, le CRIF a décidé que ce geste, il est antisémite. Voilà. Or, si certains... Bon, nous sommes dans la maison des avocats. Vous savez ce que c'est le délit. En droit pénal, un délit ou un crime est défini de façon restrictive et ne peut pas être rétroactif. Sauf le droit pénal qui est fait par le CRIF. C'est-à-dire le CRIF a décidé que la quenelle constitue un délit. Voilà, il a décidé. Le droit pénal n'a pas le code pénal n'a pas défini la quenelle. Oh, il n'y a aucune définition. Vous pouvez chercher, il n'y a aucune définition. Mais des instructions ont été données par le ministre pour dire non, oui, donc la quenelle, on peut renvoyer des gens de leur travail parce qu'ils ont fait une quenelle. C'est arrivé, c'est pas... Voilà. Nicolas Anelka, regardez où ça va. Nicolas Anelka, footballeur d'origine africaine, a marqué un but en Angleterre. En Angleterre. Et il a fait une quenelle. Il a été suspendu et condamné à une amende. C'est dire la puissance du lobby juif à travers le monde. Voilà. C'est-à-dire le lobby juif a décidé que la quenelle était antisémite. Moi-même, j'ai été convoqué par la police, par la justice et la police pour avoir fait une quenelle. Mais je les ai envoyés balader et ils n'ont pas osé me faire un jugement. Parce que moi, je leur ai dit, j'attends que ça. Allez-y. Poursuivez-moi et on va voir. Et ils n'ont pas osé aller plus loin. Même les gilets jaunes, vous savez, les gilets jaunes, on les a accusés aussi, ils ont fait une quenelle. Alors on a dit, oulala, c'est... Et d'ailleurs, Macron, dans le message du Nouvel An, il a parlé, il a dit, on s'en prend aux Juifs. Bon. L'antisémitisme est une aubaine pour le lobby judéo-sioniste. On estime en France à 200 000 le nombre potentiel de Juifs pouvant émigrer en Israël. Ce lobby est le moteur de la campagne islamophobe, mais malheureusement, ce n'est pas le sujet, mais j'aurais voulu en parler, et le moteur de la campagne islamophobe qui crée des tensions et se retourne contre de simples Juifs.
Il y a eu aussi plusieurs tentatives avérées d'actes antisémites perpétrés par des juifs eux-mêmes. Ces campagnes empêchent toute critique contre Israël et diabolisent le BDS. Il y a constamment un chantage à l'antisémitisme. François Mitterrand, vous pouvez retrouver sa vidéo en 1994, l'avait dénoncé à la télévision, enfin dans une interview télévisée. Ronnie Broman, je crois qu'il était président des Médecins du Monde, quelque chose comme ça, accuse le CRIF d'être à l'origine de l'antisémitisme. Pascal Boniface a écrit un livre qui s'appelle Antisémite. Il a eu un mal fou à trouver un éditeur, alors qu'il est très connu. Le 1er juin 2017, le Parlement européen a adopté une résolution visant à définir les cadres de la lutte contre l'antisémitisme. Cette résolution prend appui sur la définition de l'antisémitisme qui a été proposée par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. La définition de l'antisémitisme inclut le ciblage de l'État d'Israël, c'est-à-dire de l'antisionisme. Vous savez qu'aujourd'hui en France, il y aura probablement une loi. Il y a eu déjà des discours politiques qui affirmaient que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme. Et donc aujourd'hui, c'est clair, les classes politiques européennes vont dans ce sens. C'est-à-dire, alors qu'il y a eu même des juifs antisionistes dans les années 20, enfin, etc. Mais voilà, toute critique d'Israël va devenir de l'antisémitisme. Cet antisémitisme récurrent et inguérissable donne aux Juifs la légitimité de se défendre par tous les moyens. Israël explique ainsi l'hostilité des Arabes à son égard, une hostilité par essence. Tous les moyens pour se défendre semblent légitimes. L'État juif ne peut pas mal faire. Tsahal est l'armée la plus morale, la pureté des armes. Ils sont constamment en état de légitime défense. J'aimerais dire deux mots sur vous savez, Norman Finkelstein, que je vais citer parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelle « L'industrie de l'Holocauste », où comment les organisations juives extorquent des milliards par dizaines à l'Allemagne, aux Suisses, à l'Europe de l'Est, etc. Et il a écrit aussi un livre où il fait le parallèle entre la campagne américaine contre les Indiens, c'est-à-dire la conquête de la terre américaine sur les Indiens, et la conquête des sionistes sur les Palestiniens. Et il a cité deux éléments qui sont très importants. Nous venons sur une terre qui est mal exploitée par ses habitants, qui nous a été donnée par Dieu. Chacun son Dieu, mais qui nous a été confiée pour la régénérer. Et on retrouve le même démarche en Amérique, colonialiste de l'époque, expansionniste contre les Indiens, et d'Israël contre les Palestiniens. Et aussi, nous sommes donc en état de légitime défense. Ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous avons le droit pour nous. Et c'est pour ça qu'Israël déclare régulièrement qu'ils ont l'armée la plus morale du monde. Ils y croient, hein, ils y croient, c'est-à-dire on fait tout pour que les gens y croient, même s'ils développent une schizophrénie particulière. Mais en fait, le matraquage sert à faire croire qu'on a affaire à des gens. Pourquoi des soldats israéliens qui ont 18 ans, 20 ans peuvent tuer impunément avec des gamins de 4 ans ou 5 ans, ou peuvent bombarder et tuer des centaines de gens sous les bombes? Parce qu'ils ont la conviction, parce qu'on leur a dit, vos armes sont pures. Ce que vous faites, vous le faites dans la pureté des armes. Il faut saisir ces notions-là pour comprendre comment l'esprit sioniste, il est assez tordu. Vous savez ce qu'avait dit Golda Meir, elle avait dit « Nous ne pardonnerons jamais aux Arabes ou aux Palestiniens de nous obliger à tuer leurs enfants. » Donc ce sont les sionistes, les malheureux, ils voudraient être tellement purs, tellement bons, tellement généreux. Mais vous voyez, ces Arabes quand même, ils les obligent à tuer leurs enfants. C'est terrible, c'est terrible. Ils vivent des choses terrifiantes.
Donc l'Holocauste ne donne pas seulement un statut d'impunité, il sert aussi à extorquer des milliards. Donc je vous ai donné en référence, je vous ai dit, le livre de Norman Finkelstein. Alors, il y a de l'argent pour créer des chaires dans les universités sur l'antisémitisme et le génocide, pour financer des musées, des recherches. Après les milliards versés par l'Allemagne, qui fait entre parenthèses des remises de 30 à 50% sur les sous-marins qu'elle vend à Israël pour transporter les ogives nucléaires, parce que vous comprenez, c'est un pays, machin, etc. Donc, après la chute du mur, c'est au tour des pays est-européens de passer à la caisse. Et le Congrès américain y veille. Et ceci n'empêche pas, malheureusement, c'est très triste, la majorité des rescapés de l'Holocauste qui vivent en Israël vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a des milliards qui sont ramassés partout, mais plus de la moitié de ces gens n'ont même pas d'argent pour acheter des médicaments. C'est un scandale qui est répété en Israël à chaque fois, mais voilà, l'argent sert pour autre chose. L'enseignement de l'Holocauste s'étend implacablement. Il y a eu même des enseignants chinois qui ont été envoyés en Israël pour apprendre à enseigner l'Holocauste. On n'a pas fini avec ça. Alors, la tentative du lobby judéo-sioniste d'introduire l'idéologie de l'Holocauste dans le monde arabe, et spécialement au Maroc, c'est le projet Aladdin, lancé en 2009. Alors, il commence comme ça. Vous savez, il y a une chose qu'il faut vraiment vous mettre dans la tête. Les sionistes parlent toujours de paix. De paix. Les sionistes ne parlent que de paix. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Tous les chanteurs israéliens ont fait au moins une ou deux chansons sur la paix. La paix est l'idéal, c'est le rêve, etc. Vous voyez, j'étais franc-maçon pendant 17 ans au Grand Orient de France. Et les juifs sionistes ont créé une loge spéciale judéo-sioniste. Ils ont vu Jacob Cohen, ils se sont dit, celui-là, il va être avec nous. Et comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé l'étoile de la paix. Ils ont cette obsession continuelle de la paix. Donc, appel à la conscience, projet Aladdin. Nous, responsables politiques, hommes de foi, historiens et intellectuels, venus de tous les horizons, affirmons que la défense des valeurs de justice et de fraternité, pour difficile qu'en soit le chemin, doit prévaloir sur l'intolérance, le racisme et les conflits. Bon. Tout ça, c'est juste pour préparer le terrain que tout le monde peut contresigner. Nous disons clairement, bon, un petit sucre pour les Palestiniens pour qu'ils ferment leur gueule. Nous disons clairement que les Israéliens et les Palestiniens ont droit à leur État, leur souveraineté et leur sécurité, et qu'il convient d'appuyer tout processus de paix ayant de telles visées. Ils n'ajoutent pas, ils ne condamnent pas l'occupation. Parce que qu'est-ce qui empêche, si on veut être logique, si on est pour un État palestinien, il faut parler de l'occupation. L'occupation empêche. Il y a 700 000 colons dans le territoire de la Jordanie, de la Cisjordanie, c'est-à-dire ce qui reste de la Palestine. 700 000, il y a 5 villes de plus de 50 000 habitants. Donc, c'est pas la peine de rêver. Il n'y aura jamais un État palestinien dans cette petite partie du territoire. Mais ils évitent de le dire. Un jour, André Azoulay, il avait dit « Je ne pourrai jamais dormir tant que le peuple palestinien n'aura pas son État. » Eh bien, il va risquer d'avoir des insomnies jusqu'à la fin de sa vie. Alors, continue. Nous affirmons, au-delà de toute considération politique, évidemment, il n'y a aucune considération politique, voyons, notre volonté de défendre la vérité historique. Car aucune paix ne se construit sur le mensonge. Mais il ne vise qu'une seule vérité historique. Attention, il ne parle pas du nettoyage ethnique de 1948. Non, ce n'est pas une vérité historique. Non, la vérité historique, vous savez laquelle. La Shoah est un fait historique. Je continue la déclaration du projet Aladdin. C'est le génocide au cours duquel 6 millions de Juifs d'Europe ont été exterminés.
est un fait historique. Très bien. Pourquoi on refuse les recherches historiques? Pourquoi matraquer? C'est un fait historique. Aussi, nous pensons que l'enseignement de cette tragédie concerne tous ceux qui ont à cœur d'empêcher de nouveaux génocides. Ah, pourquoi pas les autres génocides? Pourquoi ne pas enseigner la traite des Noirs, le massacre des Indiens? Enfin, il y a eu tellement de génocides dans le monde, bon, dans l'histoire de l'humain. Nous appelons toutes les femmes et tous les hommes de conscience à œuvrer avec nous dans le sens de la connaissance partagée, du respect mutuel et de la paix. Conseil d'administration, je ne vais pas vous citer tous les noms, ce n'est pas la peine. Bon, donc, il y a André Azoulay, évidemment. Rachid Ben Mortar, ancien ministre de l'Éducation au Maroc. Le roi Mohamed VI a évidemment, on lui a demandé un message pour le projet Aladdin. Il leur a envoyé le message suivant. Peut-être qu'il n'avait pas le choix, mais enfin, peut-être qu'on lui a dicté ce qu'il fallait écrire. Mais enfin, il a écrit. Voilà. L'Holocauste est un des stigmates les plus tragiques et les plus indicibles de l'histoire contemporaine. L'amnésie n'a aucune prise sur ma perception de l'Holocauste et sur celle de mon peuple, dont vous ne faites pas partie probablement. C'est en fait, à mes yeux, à nos yeux, une blessure mémorielle inscrite dans un chapitre les plus douloureux de l'histoire de l'humanité, au panthéon de son héritage universel. Si je veux aujourd'hui rappeler le passé, c'est que précisément par votre démarche, Aladdin, vous vous êtes assigné l'objectif de dire au monde entier ce que fut la résistance au nazisme dans un pays comme le mien. Le projet Aladdin propose ses livres de propagande dans les salons de livres des 3 villes suivantes: Casablanca, Le Caire et Bagdad. Bon, donc vous pouvez faire le lien entre ces 3 villes et ces 3 pays qui sont sous domination, etc. etc. Bon. Abdelkader Retnani, des éditions marocaines La Croisée des Chemins, est le partenaire du projet Aladdin au Maroc. Bon, je vous le dis pour information. Le projet Aladdin organise, en partenariat avec l'UNESCO, vous savez qui est présidente de l'UNESCO, n'est-ce pas? C'est la fille d'André Azoulay. Des conférences internationales afin d'apporter une réflexion sur les enseignements tirés de l'Holocauste et de favoriser l'échange d'opinions et d'idées sur la réalité du négationnisme, de la méconnaissance de l'histoire et de l'origine de l'Holocauste. Alors, l'Holocauste ne va pas sans le devoir de mémoire. C'est-à-dire, il faut... Vous savez qu'en Europe, il y a des réflexes pavloviens qui sont développés. Quand on parle du devoir de mémoire, c'est-à-dire sa référence à l'Holocauste. Voilà, c'est automatique. Quand vous entendez un président, un homme politique dire le devoir de mémoire, c'est pas le colonialisme, c'est pas... Enfin, n'importe quoi d'autre. Et il se trouve que... je vais finir avec ça. Le hasard peut-être, il y a un mois, mon dernier roman que j'ai publié s'appelle « D'un holocauste l'autre ». Pourquoi j'avais écrit ce roman? Alors, je vais vous citer la 4e de couverture. Elle est très courte. Sans vouloir interroger l'Holocauste, on peut reconnaître qu'il... non. Alors, je crois que j'ai raté une ligne. Voilà. Bon, donc, D'un holocauste l'autre, ça rappelle le titre fameux d'un livre de Céline, D'un château l'autre, que je lui ai emprunté parce que j'adore Céline et que je trouve que c'est une formule extraordinaire, D'un holocauste l'autre. J'ai imaginé un truc comme ça. Une réunion des Sayanim. Vous savez, les Sayanim, ce sont des juifs qui travaillent pour le Mossad. Ils sont des dizaines de milliers. J'ai imaginé dans une villa à Marrakech, Bernard-Henri Lévy, Azoulay, etc., enfin tout le gratin. Ils se disent, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est-à-dire, vous savez, les sionistes sont toujours comme aux échecs, c'est-à-dire les champions d'échecs, ils ont toujours 1 ou 2 coups d'avance. Donc, bon, voilà, il faut qu'on trouve quelque chose pour notre propagande. Alors, ils se disent, pourquoi ne pas redécouvrir un mini-holocauste et le devoir de mémoire qui irait avec? S'interrogèrent des Sayanim, réunis dans un luxueux riad à Marrakech.
Les temps sont exigeants, il faut renouveler le produit. Et justement, par une nuit froide de février 61, 43 juifs marocains, embarqués par le Mossad dans une traversée périlleuse, périrent dans les flots tempétueux au large des côtes marocaines. C'est un fait historique, réel, que le Mossad avait organisé. Bon, j'ai pas le temps, mais si vous avez la possibilité de lire le livre d'Agnès Ben Simon, Hassan II et les Juifs, il est extraordinaire sur l'histoire du Mossad au Maroc dans les années 50, comment le Mossad a organisé le départ des Juifs, quasiment contraint et forcé, enfin j'ai vécu ça, etc. Et comment il a fait couler un bateau avec 43 Juifs au large d'Al Hoceima, et comment une campagne internationale a été lancée le lendemain même, obligeant Hassan II à ouvrir les frontières aux Juifs qui partaient par dizaines de milliers, sans passeport, sans livret de famille, sans rien. Ça a été un exode terrible. Voilà. Alors, donc, je ne vais pas vous raconter le livre, mais enfin, vous imaginez, c'est-à-dire la situation, c'est quoi? Bon, je raconte comment le lobby va travailler au Maroc et en France pour construire ce mini-holocauste, faire de cette petite tragédie qui a eu lieu en 61, il faut l'appeler un mini-holocauste et le devoir de mémoire qui va avec, c'est important. Et donc, on arrive, en fait, à la fin du livre, c'est le président de la République, vous savez, il va toujours au dîner du CRIF, au mois de février à peu près, où il s'incline devant les exigences, etc. Et on lui a fait passer le message. Et le président français déclare, enfin, je lui fais dire ceci, cela passe également sur la préservation de la mémoire. Tout doit être fait pour qu'on n'oublie jamais. Des personnalités en France et au Maroc ont souhaité sortir de l'oubli les péripéties de l'émigration des Juifs marocains, et en particulier le naufrage d'une embarcation emportant ses 43 passagers par une nuit de tempête en février 61. Un mémorial sera érigé sur la côte marocaine d'où partaient clandestinement ces Juifs, et un mémorial identique dans le département du Gard. J'ai donné mon accord pour inaugurer au moins l'un des deux. J'estime que tout ce qui peut être fait pour rappeler les exactions commises contre les Juifs relève du devoir de mémoire. Même si les faits incriminés ont eu lieu en France, car le devoir de mémoire a une dimension universelle. J'irai jusqu'à défendre les références à l'Holocauste, exprimées dans le documentaire qui relate cette épopée. Ce terme a une connotation spécifique relative à une période déterminée. Mais on devrait pouvoir aussi l'utiliser pour caractériser certaines tragédies dont les victimes seraient juives. Et il n'est pas mauvais de dramatiser à bon escient. Je soutiendrai donc le vocable Holocauste partout où il me sera loisible de le faire. J'aimerais juste dire ceci. Si un citoyen marocain de bonne foi, parce qu'il a un cœur généreux, il est humain, il est tolérant, si un citoyen marocain entre naïvement de bonne foi dans cette logique, ça veut dire qu'il va voir une exposition, il va assister à une journée de la Shoah, il ne conteste pas, il intégrera inconsciemment, et même s'il ne le pense pas, il intégrera dans son esprit plusieurs des éléments dont je viens de parler. Donc il faut absolument résister, contrarier, contredire, manifester contre et ne pas se laisser faire. Wa shukran. وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.